Avant de commencer, je voudrais d'abord dire infiniment merci au président du Faso, le président Ibrahim Traoré, en vous présentant ceci. Je vais ramener au début, hein. Voilà. Ce sont les nouveaux équipements militaires que le Burkina vient de réceptionner. Extraordinaire ces équipements militaires. J'invite les uns et les autres à aller regarder ces équipements. Ces lance-roquettes, lance-missiles multiples. Ces canons qui ressemblent aux canons César. Merci au peuple digne, au peuple souverain, au peuple intègre du Burkina Faso. Un peuple qui ne se soumet pas. Un peuple qui n'est pas à la solde de l'impérialisme. Aujourd'hui, ça paye, malgré tout ce qu'on dit ou tout ce qu'on dira de nos États. La course aux armements dans le Sahel, c'est une réalité parce qu'on nous a imposé une guerre. On nous a fabriqué un terrorisme et on a indexé notre région, le Sahel. À la chute du président Muammar Kadhafi, les terroristes et les soi-disant séparatistes se sont donné la main. Depuis quand un fils du père donne la main à un assassin pour qu'il vienne à la maison? Est-ce que les intentions sont bonnes? Pas du tout. On nous a imposé cette guerre et la grâce de Dieu, la baraka de Dieu aujourd'hui nous permet de relever le défi. L'albinos noir arrive. Il est déjà en Côte d'Ivoire. Alors, on a entendu beaucoup de choses ces derniers jours en Côte d'Ivoire sur l'AES. On a été surpris de voir ou d'entendre la haine maladive de certains Ivoiriens, pas et tous, à l'endroit des peuples dignes, des peuples vaillants de l'AES, les peuples de l'Iptako-Goma. Je vais commencer rapidement avec les États-Unis. Tant que nous ne comprendrons pas, nous Africains, que courir aller chez les autres n'est pas dans notre intérêt. J'ai pris plaisir à écouter l'homme d'affaires du Nigeria, présenté comme l'homme le plus riche de l'Afrique, Ali Dangote, qui a pris part à la cérémonie investie au Sénégal. Il était là, il a été invité d'abord par le président sénégalais. C'était une rencontre, comme il va le dire lui-même, à New York, à marge de, je crois, 79e ou 80e session des Nations Unies. Donc, ils ont échangé et il était au Nigeria. Il a dit quelque chose qui a toujours été mon souhait. C'est pourquoi, souvent, quand je m'attaque à ceux qui se disent panafricains, ce n'est pas de la jalousie ni de la haine, mais c'est la réalité. Ali d'un côté dit, Batar lante inyamogode, Batar là, c'est ta mère qui inyamogode, sort de mon direct. Alors donc, d'un côté dit, si vous, Africains, vous ne prenez pas le risque d'investir dans votre propre pays, le financement extérieur ne viendra pas. Il faut que vous-même, vous ayez le courage de prendre ce qu'on appelle le capital et risque, investir. C'est quand vous allez commencer à investir dans vos pays, dans nos pays, que les autres viendront.
C'est ce que nous essayons de faire dans le Sahel. Quand des petits idiots s'asseyent dans des... Non, on ne dit pas dans des... Attends, quel est le bon français? Sur des plateaux, bon, prenez ce qui vous arrange et laissez ce qui énerve Keïta. Quand ils s'asseyent sur les plateaux de télé en Côte d'Ivoire, ils parlent d'une région, d'un pays ou des pays dont ils n'ont aucune idée. Ils parlent de notre organisation commune dans le Sahel sans savoir de quoi ils parlent réellement. Donc, alors, il est important pour nous de comprendre ceci. Investir dans nos propres pays pour que les autres viennent. Et c'est ce que nous avons commencé au sein du Burkina Faso, au sein du Mali, du Niger, c'est-à-dire au sein de l'AES. Et je remercie l'homme d'affaires d'un côté qui a fait cette pertinente remarque. Ça sert à rien de tendre la main et dire aux autres de venir investir chez vous. Et le ministre Lamine Zen a été éloquent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on ne vient plus prendre au Niger et puis partir avec. Et aujourd'hui, les fruits, ça paye. Voilà le Burkina. On ne pouvait pas s'imaginer voir des pays comme le Mali, le Niger et le Burkina s'armer à un tel niveau. Le capitaine Ibrahim disait lors de son dernier entretien qu'il y a un général américain qui a dit que les pays de l'AES n'ont pas besoin de s'armer autant. Mais ils ont la bombe atomique, nous on n'a pas la bombe atomique. Hein? Et ils ont des bombes nucléaires que nous n'avons pas. Ils ont des bombes à hydrogène que nous n'avons pas. Ils ont des armes de destruction massive que nous n'avons pas. Ils ont des industries de l'armement chez eux que nous n'avons pas. Alors comment il peut avoir le courage de nous dire que nous ne devons pas nous armer autant? Alors, ce que nous allons faire, c'est fondamental. On va commencer. Les Américains ont pensé, et le titre que je voulais mettre, c'était « Le Burkina n'est pas le Rwanda ». L'administration Trump, depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, l'administration bien entendu, cherche à fragiliser nos États africains. Donald Trump dit à qui veut l'entendre que ce sont des vendeurs de drogue, des criminels, des violeurs, des assassins, des hommes qui n'ont jamais respecté la loi, des hors-la-loi, qui sont aux États-Unis de façon illégale. Donc, il faut procéder à leur expulsion du territoire américain. Et il choisit le Burkina parce que le visa burkinabé, c'est un visa gratuit. On ne paye pas l'argent pour avoir le visa au Burkina Faso. Et Donald Trump demande à travers ses conseillers, ses collaborateurs, de prendre contact avec le Burkina et dire au capitaine qu'il souhaiterait déverser au Burkina les vendeurs de drogue, les assassins, les pédophiles, les criminels, les hors-la-loi. Donc, alors, la seule question que nous devons nous poser, pourquoi Trump veut-il envoyer des assassins et des criminels au Burkina? Donc, lui se libère et nous, nos pays sont des dépotoirs. Tant que nous, Africains, on ne comprendra pas que nous n'avons pas besoin de courir pour aller chez eux, c'est parce qu'ils se sont dit qu'on a tellement besoin d'eux, ils veulent faire un chantage, ils veulent amener le Burkina à accepter des criminels, des terroristes, des vendeurs de drogue, des violeurs,
des hors-la-loi, on veut les déverser au Burkina. Donc, c'est pas fini. Le Burkina dit, certes, il n'y a pas de visa payant au Burkina, mais le Burkina n'est pas un dépotoir de criminels, d'assassins et de voleurs. Tous ceux qui voudront venir au Burkina, étant un pays panafricain, la porte est ouverte. Mais vous, les expulsions au Burkina, ça ne se passera pas. Et le capitaine a été suffisamment clair, ça ne se fera pas. Pour ce faire, ils ont délocalisé l'obtention du visa américain au Togo. Donc, si un Burkinabé veut avoir un visa, touriste ou étudiant, il faut aller au Togo pour faire la demande. Et tu n'as même pas la certitude qu'ils vont te donner le visa. L'objectif, c'est de punir le Burkina. Je voudrais dire au Burkinabé, soyez fiers de Burkina Faso. Vous n'avez pas besoin de l'Amérique. Je vous le dis. Même si vous êtes dans un trou de souris, dans un trou de rat, si Dieu doit vous bénir, il vous bénira dans ce trou de rat. Les Burkinabés n'ont pas besoin, et d'ailleurs pas forcément les Burkinabés, les pays de l'AES n'ont pas besoin d'aller pleurnicher dans les ambassades américaines ou occidentales au motif de chercher un visa. Pourquoi faire? Soyons fiers de ce que nous sommes. C'est parce qu'ils ont travaillé qu'ils ont construit chez eux. Nous pouvons faire la même chose chez nous. Je prends toujours à souhait l'exemple des Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire Dubaï, Doha. Que s'est-il passé? Ils ont eu leur indépendance en 1975, 15 ans après nous. Mais aujourd'hui, Dubaï est la capitale du commerce dans le monde. Tout le monde va là-bas. Tu as l'argent, tu n'es pas là à Dubaï, il y a un problème. Tu es artiste, tu n'es pas les chanteurs à Dubaï, il y a un problème. Mais ils ont eu leur indépendance en 1975. Et nous, on a eu notre indépendance en 1960. 15 ans. Mais la différence est nette. C'est comme on dit en Djoula, c'est pas la même chose. Pourquoi Dubaï nous a dépassés? Pourquoi le Qatar, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Syrie, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, on a plus de ressources naturelles que ces pays que je viens de citer, à l'exception de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis et de quelques pays du Golfe. Parce que ceux qui sont les monarques ont décidé de faire de leur pays un paradis sur terre, là où tout n'est que plaisir, beauté et bonheur. Et ils l'ont bien réussi. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On vole les 10% de l'uranium nigérien. On crée un terrorisme dans le Sahel pour empêcher le Mali et le Niger d'exploiter de façon optimale nos ressources naturelles. On nous empêche. Alors la question, est-ce que les Burkinabés, s'ils ne vont pas aux États-Unis, vont mourir? Pas du tout. Est-ce que c'est le seul pays au monde où vous pouvez aller en vacances, en tourisme, ou aller étudier? Mais ce que je voudrais dire, et je vais le répéter une dernière fois, le système éducatif tel que imposé, enfin, pendant l'accession à l'indépendance, donc, donne-moi une seconde, donne-moi une seconde, hein. Il y a quelqu'un qui doit dégager de mon direct là. Donne-moi une seconde. Alors donc, permettez-moi une dernière fois. Alors donc, il y a beaucoup de... Et d'ailleurs, je voudrais dire infiniment merci au président Assimi Goïta. Vous avez certainement
entendu la nouvelle, désormais, la Révolution française ne sera plus enseignée ici au Mali. On va enseigner la vie héroïque de nos héros. Ils sont beaucoup, vous connaissez Kankou Moussa, Samori Touré, Babemba, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Il est important, on ne connaît même pas Babemba, on ne connaît même pas de quand à quand il a régné, on ne connaît même pas comment Samori Touré a commencé ce combat, mais le blanc l'a présenté comme le criminel après avoir été arrêté ici, en Côte d'Ivoire, et puis être extradé vers le Gabon, où il va mourir en prison, Samori Touré. Nous devons enseigner nos valeurs culturelles. Qu'est-ce que vous allez chercher aux États-Unis? Pour avoir été aux États-Unis, je vous jure au nom de Dieu que vous n'avez rien à envier à un Américain. La seule chose dont ils ont mieux que nous, ce sont les opportunités d'emploi. Mais très bientôt, dans tous nos États, vous allez voir que les opportunités vont se présenter de façon extraordinaire. Donc, parce que le Niger a refusé de se plier à la volonté de Donald Trump, on dit désormais, allez prendre votre visa au Togo. Alors, et si on ne va pas, ça va faire quoi? D'ailleurs, les États-Unis sont en difficulté, ils sont en ballottage, vous allez chercher quoi là-bas? La crise a déjà commencé aux États-Unis, je vous en prie, restez tranquille, prêtez l'oreille, vous allez entendre belles choses. Ce sont toutes ces choses qu'on a déjà annoncées. Alors, on revient rapidement ici. On va revenir ici. Rapidement, hein, on va venir ici. Hey. Hey, les gens sont forts. Alors, on va commencer avec ça. J'imagine que vous êtes... Attendez, ouais, ok, on va aller. Parce que vous avez eu écho de l'acte que je viens de poser. Alors, je viens, au nom et pour le compte du président Charles Bégoudé, de déposer une plainte à l'encontre de certains individus pour menace de mort et injure publique. Vous le savez, depuis quelques années, le président Charles Bégoudé fait l'objet d'un acharnement assez sévère, assez extrême sur les réseaux sociaux. Mais cette dernière... Si vous êtes très bien informé, je constate, j'imagine que vous êtes là parce que vous avez eu écho de l'acte que je viens de poser. Alors, je viens, au nom et pour le compte du président Charles Bégoudé, de déposer une plainte à l'encontre de certains individus pour menace de mort et injure publique. L'avocat, est-ce qu'il a travail? Est-ce qu'il a client même, ce gars-là? Donne-moi une seconde. Je pose la question. L'avocat, là, est-ce qu'il a... Et si l'avocat, moi je me pose la question, si cet avocat-là, s'il a des clients. Parce que c'est quand on n'a pas de sérieux clients, quand on n'a pas beaucoup de clients, on peut se livrer à cette pratique-là. Un politicien doit s'attendre à tout. On dit sur les politiciens, Kennedy a été assassiné en plein jour, pleine journée dans sa voiture de officiel. Je crois que c'était à Dallas. On a tenté de tuer Ronald Reagan. Combien de fois on a tenté de s'attaquer au président Ibrahim Traoré, au président Assimi Goïta? Combien de fois? À maintes reprises. Ils sont libres, ils ont dit quelque chose. C'est parce que quelqu'un a dit quelque chose que tu vas l'arrêter. Alors donc, ceci dit, on va rapidement conclure à ces points. Vous savez, depuis quelques années, le président Charles Bégoudé fait l'objet d'un acharnement assez sévère, assez extrême sur les réseaux sociaux. Mais cette dernière semaine, cet acharnement a pris des allures de menaces de mort.
On l'a vu il n'y a pas bien longtemps, un message sur Facebook au terme duquel une personne disait qu'il aurait fallu que le président Charles de Gaulle meure à la Cour pénale internationale. Cette personne a même ajouté, malheureusement. Mais voilà un avocat bon, comprenez que s'il a l'avocat de Charles Blé Goudé, c'est bien. S'il est l'avocat de Charles Blé Goudé, je vous en prie, donne-moi une seconde. S'il est l'avocat de Charles Blé Goudé, vraiment on se pose la question pourquoi? Est-ce que, écoutez. Comme il dit que le bonheur de cette personne est conditionné par le décès du président Charles de Gaulle. C'est très grave. On a eu un autre internaute, il est allé encore plus loin. Il a annoncé la mort prochaine du président Charles de Gaulle. Et il a même fixé l'échéance de ce projet funeste à la fin de l'année 2025. C'est très, très grave. Ce sont des menaces. Mon ami, il faut quitter ici. Ça, c'est, quand on est amateur, c'est là où on fait ça. Les gens, nous tous, nos vies sont menacées. Nos vies sont menacées. Les gens viennent verser leur venin ici pendant que je vous parle. Donc, si Charles Blé Goudé n'a pas ce qu'il faut pour être un bon politicien, si c'est un avocat pareil qui ne peut pas donner de sages conseils, ça fait partie. Mais vous allez faire quoi? Alors, on va continuer ici. Je vais vous ramener rapidement à ce niveau. Voilà, on va écouter maintenant. On vient de commencer notre direct. Nous allons à une finale d'un match de football ou de la CAN. Sébastien Allaire ou Drogba ont un carton rouge. Ils ne peuvent pas prendre part à la finale. Est-ce pour autant qu'on plie bagage, qu'on approche de le stade? Voilà. Et pour dire, bon, ok, on plie bagage, on signe forfait, on retourne en Côte d'Ivoire parce que notre meilleur joueur ou nos deux meilleurs joueurs ont pris des cartons rouges. Non. Nous regardons dans l'équipe, c'est pourquoi on appelle cela l'équipe, la complémentarité. Et alors, Et c'est vrai que le PDCIRD, président Mouabou, vraiment, je comprends pourquoi certaines choses se sont passées dans le pays. Je commence à comprendre un peu, parce que souvent il y a des informations qui vous échappent. Vous ne savez pas trop quoi qui est quoi qui est qui. Ces informations-là vous échappent. Mais après, quand vous écoutez les personnes concernées, vous vous dites, Dieu est fort. Comment on peut être aussi malhonnête et puis transgresser, dénaturer, manipuler la vérité et les faits? Voilà une idiotie sans précédent. Et celui-ci, il dit, il va être président un jour. Que Dieu préserve la Côte d'Ivoire de la présidence d'un cafard pareil, un menteur pareil, un manipulateur pareil. Mais c'est pas vrai. Alors, écoutons-le. le PRCI, là, on signe forfait, on retourne en Côte d'Ivoire parce que notre meilleur joueur ou nos deux meilleurs joueurs ont pris des cartons rouges. Non. Nous regardons dans l'équipe, c'est pourquoi on appelle cela l'équipe, la complémentarité, et nous pensons. Et c'est vrai que le PDCIRDA, le PPACI n'a pas son champion qui a été qualifié, et ils ont des raisons d'être en colère. Moi aussi, il m'arrive d'être en colère. Quand on a fini d'exprimer notre colère, c'est quoi la suite? La suite que moi j'ai lancée aux Ivoiriens, il ne faut pas laisser notre colère nous aveugler. Au contraire, transformer notre colère, transformer notre amertume en vie. Alors, soyons lucides, soyons honnêtes, soyons pragmatiques, rationnels et ayons la tête sur les deux épaules bien fixées. Quand des malhonnêtes font de la manipulation, faites beaucoup attention. Blé Goudé est un manipulateur corrompu. Je comprends aujourd'hui aisément l'expression de Sissi Bremba Congo. Charles Blé Goudé est avec nous tous les jours, au sens propre comme au sens figuré. L'exit, Sissi Ibrahim Congo.
Vous prenez une équipe de football. Cette équipe-là, elle est constituée par le président du club, qui finance les achats des joueurs, les transferts des joueurs. Ensuite, il prend un entraîneur pour entraîner ses joueurs. Le président de ce club aussi, oublions le club, le président des éléphants, on connaît, c'est le président de la République. L'exemple est mal choisi, je vais retourner à mon premier exemple. Le président du club, je répète, il gère les transferts et les achats de joueurs. Ça s'arrête là-bas. Ensuite, on a des collaborateurs techniques où il y a entraîneur, masseur, ceci, médecin, tout ça, c'est l'équipe. L'idiot ne dit pas tout ça. Permettez-moi de vous retracer la vérité qui ne sera manipulée. Donc, il y a un match. Question. Est-ce que c'est le président de Juventus? Comment c'est Juventus de Rennes, non? Attendez, oubliez ça. Est-ce que c'est le président d'ASEC Mimosa qui va choisir les joueurs de l'Africa Sport National? Petit idiot, là, viens écouter ici. Tu crois que tu allais à l'école, tu as la grande gueule, et ta tête au côté, tu cries, oui, ouais. Je répète. Est-ce que c'est le président de la secte Mimosa qui choisit les joueurs de l'Africa Sport National? Pas du tout. La malhonnêteté ici assis ne peut pas dire la vérité parce qu'il n'est pas dans la vérité. C'est un manipulateur, c'est un corrompu. Pourquoi il a changé? De Sonko, il est venu à l'équipe nationale. Parce que j'avais commencé, avant d'être emboîté par le candidat, le préfet démissionnaire d'Abidjan, Toby Iri. Alassane Ouattara est celui qui choisit ses adversaires. On l'a vu avec un KKP à la dernière minute. C'est Alassane Ouattara qui compose l'équipe adverse. Que l'idiot vient nous répondre ici. Quand vous prenez des exemples au moins dont la ressemblance est acceptable. Je suis désolé. Quand l'idiot pense qu'il allait à l'école, il dit n'importe quoi sans tenir compte du verbiage cru qu'il fait. Le président de la secte Mimosa, c'est celui qui achète ses joueurs, il paye pour les transferts, il paye pour les rachats. C'est le président. Il ne peut pas aller payer des joueurs ni pour l'Africa, ni pour le Stade, ni pour le Stella. Mais il ne fait que pour la SEC. Idem pour l'Africa, Stella, Stade et autres que vous connaissez. Premier élément. L'arbitre qui arbitre le match, l'arbitre qui officine le match, l'arbitre qui dirige le match, qui gère le match. Est-ce que l'arbitre est choisi par le président, soit du Stella Club, soit du Stade d'Abidjan, de l'Africa Sport National, de la SEC Mimosa? Est-ce que c'est les présidents de ces clubs-là qui choisissent qui? L'arbitre et les arbitres suppléants que vous appelez arbitres de touche. Donc, ce n'est pas le président de la SEC ni de l'Africa qui vont choisir l'arbitre central, les deux arbitres de touche. Mieux, choisir aussi les joueurs qui doivent jouer au sein de l'équipe adverse. Mais pourquoi Blake, tu es malhonnête comme ça même? Pourquoi c'est pourquoi on vous dit, quand vous, la grande gueule que vous faites souvent, Dieu vous aveugle, de sorte que vous croyez que tout ce que vous dites, c'est ça.
Vous avez la vérité, vous avez fini. Mais petit Kafa, viens écouter ici. Ce n'est pas le président de la SEC, encore moins du Stella, du stade, de AS. Bondougou, c'est quoi? C'est AS, non? Et puis le Rio Sport d'Anièvement, tous ces autres. Ce n'est pas le président de la SEC qui choisit les adversaires contre la SEC Mimouza. Il ne fait que pour son équipe. Le président de l'Africa choisit les joueurs, il fait les transferts, il achète des joueurs qu'il veut qu'ils soient dans son équipe, l'Africa Sport National. Donc, les trois arbitres, les deux arbitres de touche et l'arbitre central, n'est pas choisi ni par le président du stade, ni par le président de la SEC Mimosa, encore moins de l'Africa Sport National. Donc, tout est fait. Et les structures qui choisissent et l'arbitre et les arbitres de touche est une structure indépendante, une structure propre, une structure qui travaille conformément aux tests qui régissent la Fédération internationale de football, la FIF, ou la Fédération, comment on dit ça même, Confédération, CAF, c'est ça non? Confédération africaine de football, voilà. C'est la CAF qui a mis cette institution en place pour choisir les arbitres et les arbitres de tous. La FIF en a fait autant. Alors, quand vous voulez comparer cette situation rocambolesque, politiquement parlant, par rapport au sport, petit Blé Goudé, dans quelle école tu es allé? Alors donc, il ment sur toute la ligne. Il faudra que nos choix soient le reflet de notre colère et nos convictions. Nous avons la chance là de changer les choses. Seulement, c'est la voix qui nous dit fait. Nous avons la chance de changer les choses. Petit ridicule manipulateur corrompu. Viens écouter ici. Les chiffres que vous avez présentés par rapport à la liste électorale, est-ce que Charles Blé Goudé et Simone Babo peuvent dire que la liste qui va servir de base légale pour ces élections-là, est-ce que c'est une liste fiable? La question, il y a plusieurs questions qui sont soulevées ici. Des candidats qui ont été recalés sur la base du mensonge. Un. Et deuxièmement, la composition de la liste électorale est problématique. Je répète, d'abord, la liste électorale. Vous dites que cette liste électorale est truffée d'erreurs et de doublons. Une seule femme qui met au moins 100 enfants, 500 enfants. La même femme qui accouche dans la même ville de 50 à 30 enfants. Ça y est, sur la liste électorale. Ousmane Sonko, quand ils allaient aux élections, je l'ai dit, je le répète, la liste électorale était propre. Mais qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? Croyez-vous réellement que Simone Babo peut battre Alassane Ouattara? Même sur le terrain, elle gagne sur papier, elle ne gagnera pas. Le combat que nous menons, ce n'est pas un jusqu'au-boutisme, c'est-à-dire un combat qui s'oppose à tout. Aucune chance n'est donnée à qui que ce soit de pouvoir gagner ces élections-là face à Ouattara. Je répète, aucune chance n'est donnée à qui que ce soit. À qui que ce soit. Pour les empêcher, c'est-à-dire que, quel que soit X alpha, ils ne gagneront pas. Ouattara ne peut pas perdre ça, ce sera trop compliqué pour lui. Alors hier, Simone Babo nous disait que la liste, même s'il y a un mouton RHDP qui sort, un câblé RHDP qui sort, ils vont battre n'importe quelle personne en face d'eux. Et Blé Goudé, tu viens nous dire autre chose. Ça, c'est bien. Elle peut jamais gagner. C'est ce que je dis. Mais Yagui, elle va jamais gagner, elle peut pas gagner. Donc,
Oui, il faut aller, il faut aller. C'est bon, ça va? C'est quoi, il faut aller. Il faut aller, ça t'a fait tomber, il faut aller. Alors donc, ça c'était une mise au point par rapport au carton rouge, par rapport à ce mensonge grotesque. Faut pas faire taper ça sur mon fauteuil. Quitte ça là-bas. Donc, la réalité, elle est toute simple. Blé Goudé, c'est un menteur de la pire espèce. Les chiffres qu'il a fait miroiter, ce sont des faux chiffres. Deuxièmement, une liste électorale de 8 millions et à 6 millions qui ne sont pas corrects. Quelle élection voulez-vous gagner ou croyez-vous pouvoir gagner face au plus grand manipulateur de toute l'histoire de l'humanité, Alassane Dramane Ouattara? Alors donc, j'ai pas fini, hein. Donc le carton rouge est mal choisi. Le carton rouge ne fait pas l'affaire. Prenez des exemples qui collent un tout petit peu avec la réalité. Ça permettra au moins aux gens de dire ce qu'ils disent là derrière la vérité. Mais vos mensonges sont tellement loin de la vérité que tout de suite c'est plausible. Vos intentions sont tout de suite comprises. Blé Goudé, tu es un piètre menteur. Tu es un piètre menteur. Un piètre menteur. Alors, ceci dit, on va continuer notre truc. On va continuer. Alors, le carton rouge, vous l'avez attendu. On a un procureur qui dit qu'il n'a jamais eu des images sur le Bakaver. Je sais que les Ivoiriens ont fait un travail extraordinaire. Et ils vont vous dire que les Ivoiriens sont tellement extraordinaires. Ils vont parler. Bon, mais... Alors, on revient rapidement. On va revenir. Je reviens avec le Bakaver, s'il vous plaît. Alors, vous avez vu, je reviens, hein. Je vais vous faire écouter ça, pour moi c'est important. Mais avant de continuer, donne-moi une seconde avant de continuer, je vais revenir rapidement ici. On est ensemble, hein? Essayez de voir si on peut écouter ça. Le candidat Domelo l'a dit, l'une des actions qu'il va mener, c'est... Ce que nous faisons, c'est interpeller les Ivoiriens à prendre leurs responsabilités. Demain est un jour crucial. Demain est un jour important. Tout à l'heure, on va rentrer en profondeur par rapport à la marche de demain. Il y a des informations que vous devez savoir, des informations que j'ai à ma possession. Je n'ai, comment vous dites ça, mais en bon français? Je n'ai aucune source en Côte d'Ivoire. Rien. Donc, ce que je vais vous dire, c'est l'inspiration divine. Donc, il n'y a aucune source en Côte d'Ivoire qui informe Keïta, que cela soit bien clair. Alors, on va continuer ici. C'est le pouvoir d'État, c'est de dénoncer l'accord de défense qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France. Écoutez bien. Qui négocier, n'est-ce pas, des partenariats avec la France ou avec n'importe quel pays. Il faudrait que nous ayons la latitude de le faire. Le candidat Domelo n'a jamais dit que nous allons déshabiller Saint-Pierre pour aller habiller Saint-Paul. Il n'a jamais dit que nous allons quitter la tutelle de la France pour aller nous mettre sur la tutelle de la Russie. Nous disons que nous devons avoir, en tant que pays souverain, la capacité de négocier et de contracter avec qui nous voulons et quand nous voulons. Voici la position de notre candidat Domelo. Alors, ici, malheureusement, Ali Diarasouba, je croyais qu'il avait une petite dose d'intelligence, mais je me suis trompé largement sur son compte, mais laissons ça à Dieu de gérer ça plus tard. Ici, ce qui est fondamental dans ce qu'ils sont en train de dire,
il est important de bien l'expliquer aux Ivoiriens. Mais je vais vous laisser écouter un tout petit peu encore. Mais tel que mon voisin tout à l'heure l'a rappelé, pour nous, cette souveraineté économique-là doit se sentir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est déjà de dénoncer l'accord monétaire qui existe entre la Côte d'Ivoire et les pays membres du CFA, l'accord monétaire qui existe entre nous et la France. Il n'est pas normal que 65 ans après les indépendances, le trésor français continue de garantir notre monnaie et que par ce fait-là, n'est-ce pas, toutes nos réserves toutes nos réserves en devises soient stockées au trésor français. Pour caricaturer même, j'aime souvent dire, nous, on est pédagogues, donc on aime faire cette pédagogie-là, et dire, mais les États coloniaux se comportent vis-à-vis des États africains que nous sommes, comme le Magouya. Vous connaissez le système du Magouya en Côte d'Ivoire, les prêteurs usuraires, on les appelle les Magouya, je ne sais pas si vous les connaissez. Donc, ces pays-là se comportent exactement de la même façon que les Magouya se comportent avec les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Les Marguya, ce sont les jeunes Maliens qu'on appelle les Djokaramais qui sont au plateau. D'accord? Et les Djokaramais là, eux, c'est eux qui prêtaient l'argent aux fonctionnaires. Donc, c'est ce qu'il explique ici. C'est le système de, quand eux te prêtent 1000 francs, si tu dois rembourser, c'est pas 1000, tu rembourses 2000. Pour eux, c'est 100%. Ils appliquent 100%. Le pourcentage, c'est 100%. Les Marguya, là, les Djokaramais, là. Et quand la fin du mois arrive, vous les voyez comme ça, là, devant les banques, avec les trucs, les carnets surtout c'est avec les enseignants du primaire. Les enseignants du primaire, ils ont trop tapé parmi eux. Mais on va continuer d'écouter. Système d'endettement, où vous ne pouvez plus en sortir en contrepartie. Et le vous bloque votre carte bancaire ou votre carnet de chèques. Vous travaillez, à la fin du mois, il retire votre salaire et il vous fait crédit dans le salaire qu'il a retiré et vous êtes dans ce cercle vicieux. Mais tant que nos réserves vont être garanties par un autre État qui va nous dicter les différents investissements qui sont bons pour nous, vous comprenez que nous aurons toujours des problèmes. Le deuxième levier, c'est la révision de tout ce que nous avons comme contrat de concession. Il n'est pas normal que de toutes les richesses produites par la Côte d'Ivoire, lorsqu'on regarde, on analyse et prépare ces différents contrats de concession, la Côte d'Ivoire ne se retrouve qu'avec maximum 10%, sinon, bien des fois, nous sommes seulement à 5%. Est-ce que vous écoutez bien? Voilà pourquoi vous devez chasser, ou du moins on doit chasser Alassane Ouattara. Le système de 10%, et même les 10% avec ça, ça ne va même pas dans les caisses de l'État. Les 10% ne vont même pas dans les caisses de l'État. Je vais laisser le monsieur aller au bout de sa logique, et puis je fais ma communication. Ça, sur l'électricité, sur le gaz, sur le pont. Voilà. Attendez, hein, je vais vous montrer. Quel est le besoin de la Côte d'Ivoire sur le pont? Donne-moi une seconde, hein. Le pourcentage de la Côte d'Ivoire sur le pont. Voilà, voilà, ok, c'est pas grave. On va écouter, hein. On n'a rien du tout. Bon, alors, d'accord, vous avez encore que quand les ressources générées ne sont pas suffisantes, la Côte d'Ivoire a l'obligation de progresser sur ça. Vous le savez. D'accord, c'est deux chez les deux. Ok. On va passer la parole au représentant du RGB, allez-y. Alors, je crois l'avoir dit. Le monsieur, j'espère que vous avez bien écouté. J'ai fait une communication tout à l'heure, mais rappelez-vous, ce matin, quand on faisait le direct, je vous avais dit que il y a un petit jeune qui a mis Yomo sur sa tête, là. C'est lui qui est là. C'est le petit là qui est là. Oh, et tout. C'est le petit là qui est là, hein. Voilà, vous voyez sa tête? J'arrive à Facebook. Vous voyez sa tête? Yomo qui est dessus, là. Vous voyez sa tête, là, et Yomo, là. Voilà. C'est lui là qui dit qu'il va défendre le RHDT. Mais je vous demande pardon. Écoutez, je vous en prie. Je comprends pourquoi la Côte d'Ivoire a tant de problèmes. Ce n'est pas seulement la malhonnêteté, mais c'est l'ignorance, l'analphabétisme. Écoutez maintenant. Et je vais certainement me répéter. Notre regard aujourd'hui, c'est un regard qui est totalement assumé.
Et je voudrais citer le président Alassane Ouattara, qui, dernièrement, je sais plus en 2023-2024, dans une interview avec France 24, lorsqu'on lui a demandé qu'il y avait un risque d'embargo sur le cacao ivoirien, parce que justement, les partenaires européens estimaient que donc la production de cacao avait entraîné la disparition vertigineuse donc de notre forêt. Et le président Alassane Ouattara avait rétorqué qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est donc multipolarisé. Et en tant que tel, si l'Union refuse d'acheter notre cacao, d'autres partenaires le feront. Et quand il parlait de d'autres partenaires, il parlait des pays de l'Asie en l'occurrence. Et ça, c'est la position que nous assumons pleinement. Donc, venir aujourd'hui vouloir remettre en cause tout ça et donner l'impression qu'on apporte du neuf, alors qu'aujourd'hui la réponse ivoirienne à toutes ces questions, elle est efficace, pour moi, c'est nous mettre dans des débats qui ne nous font pas avancer. Sur la question du CFA, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de conduite. Il dit, sur la question du café cacao, que le président Ouattara aurait dit lors d'un entretien, je crois, on a tous vu ça. On a tous vu ça, c'est pas ça, on a tous vu, dans une seconde, on a tous vu, si vous vous rappelez, on a tous vu cet entretien Alassane Ouattara, dans une seconde. Dans une seconde, hein. Il y a un petit bâtard qui doit sortir de mon direct là. Un certain Isaac là. Voilà. Donc, écoutez très bien. Il dit que le président Ouattara a dit que c'était un entretien accordé par France 24 et TV5. Non. France 24 et puis RFI. C'était à New York. C'était l'année dernière, je crois l'année dernière ou l'année d'avant. C'était lors d'un des sommets de l'Organisation mondiale, c'est-à-dire les Nations Unies. C'est là-bas à New York qu'il leur a donné ça. Et c'est là-bas aussi qu'il a dit que Assimi n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son Yamakoudi. Donc je reviens. Voilà un idiot qui ne sait pas de quoi il parle. Qui achète le cacao des Ivoiriens? C'est le fils de sa femme qui a une grande partie dedans. C'est le fils de sa femme. Quand il dit, si l'Europe ne prend pas, on va aller ailleurs. Mais tout le monde sait que c'était du bluff. Ils s'amusent à faire ça. Ils vont tout de suite le descendre d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, là, on allait avoir toute la communauté internationale avec nous pour combattre Alassane Ouattara demain. Donc, dire que Ouattara assume quoi? Il assume quoi? Le monsieur dit, les accords de défense, les accords militaires, la préférence. Non, mais seconde, je vais vous faire sortir, j'espère que je pourrai sortir ça pour vous. Dans une seconde, je pensais que c'était là, ce n'est pas là. Voilà, je vais rapidement envoyer ça. Dans une seconde, je vais rapidement envoyer ça. Voilà. Ok. Maintenant, permettez-moi, hein. Je vais lire exactement ce dont il est question, selon pas la Ouattara. Voilà. Le Mali, de quoi parle le représentant d'Aouadomelo? La dette coloniale, la confiscation automatique des réserves financières. Mais le petit là, il va, c'est pas vrai. On continue. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises. Droit exclusif de fourniture des équipements militaires. Le droit pour la France de se déployer, de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. La Côte d'Ivoire est toujours, je reprends, cette partie, elle est fondamentale pour nous. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre nos intérêts. C'est le 6e accord des 11 accords coloniaux.
Donne-moi une seconde. Voilà. Donc, je répète. Le 6, le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. L'obligation de faire du français la langue officielle. L'obligation d'utiliser le franc CFA. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Voilà les 11 accords. Le Mali a annulé le premier accord, le deuxième accord, le troisième, le deuxième accord. Le Mali a annulé le deuxième accord, le troisième accord, le quatrième accord, le cinquième accord, le sixième accord, le neuvième accord, le 10e et le 11e. Donc le Mali, ici, au moment où on nous publiait ça, le Mali n'avait pas encore fait son référendum pour faire des langues locales, les langues nationales, les langues officielles du pays, du Mali. Donc, le gars de Dom Mélodie, tout ça c'est pas bon. Je ne défends pas Dom Mélo, mais je suis en train de planter le décor pour qu'Ouattara doit tomber. Et dit tout ça n'est pas bon. Alors, ils nous disent, merci beaucoup. Ils nous disent, on va plus loin, on va écouter ça. Si, je sais, de ma petite mémoire, que par le passé, au conseil d'administration, par exemple, de la PCAO, siégeaient donc des Français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je sais que dans un passé récent, nos réserves qui étaient stockées au trésor français ont été donc rapatriées. Donc aujourd'hui, on vient nous dire. C'est dangereux. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est des menteurs seulement que Ouattara est en train de former politiquement? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la France siège au conseil d'administration de la BCEAO. À la date d'aujourd'hui, la France siège. Mais, vous savez, c'est pas récent. Écoutez, Maggie, écoutez bien. Je sais pas ce petit qui m'a un yomo sur sa tête là, il vient d'où. Rappelez-vous, en début de ce mois, fin mais c'était vers la fin du mois passé. La fin du mois passé. Ouattara avait fait tout pour répondre à ce petit idiot à sa tête de yomo là. Qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara dit, là, c'est pas vrai. Donc, quand je le regarde, je suis un peu déconcentré, quoi, je vois sa tête. Donc, au niveau de la monnaie, quand le tour était arrivé pour que le Burkina assume la présidence tournante de l'UMOA, des ministres de l'économie et des finances de l'UMOA, Alassane Ouattara est celui qui s'est opposé à ce que le Burkina prenne la tête des ministres de l'économie et des finances de la zone UMOA. Alassane Ouattara est celui qui s'est opposé au Burkina. Pourquoi? Parce que le Burkina, lui aussi, s'était opposé à la présence d'un ministre, d'un officier, je ne sais pas quel ministre il était, mais en tout cas, il y avait un envoyé de la France qui était à la table. Quand le petit bâtard ici vient avec sa tête de yomo, et puis nous regarde, il nous raconte sa vie de merde, comment on peut être malhonnête. Ça s'est passé seulement le mois passé. Mais je crois que finalement, j'ai vu un peu partout que finalement le Burkina a pris la tête. Mais le français faisait quoi là-bas? Le français faisait quoi là-bas? Le Burkina dit, tant que le français est dans la salle, il n'y aura pas de réunion. Est-ce que l'idiot là, il sait ça? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'était les ministres de l'économie et des finances des pays membres de l'UMOA. Qu'est-ce que le français faisait là-bas? Et lui dit, dans un passé récent, parce que je vous dis là,
Ça ne remonte pas des années. On avait refusé au Burkina la présidence de la commission pour la simple raison que le Burkina s'était toujours opposé à la présence d'un Français pendant leur rencontre, pendant leurs entretiens. Donc, venez nous dire que autre chose, c'est malhonnête. Écoutons. En 2025, encore, toute notre économie est même. Il a dit que c'est très grave. Que c'est la France qui nous dicte. Donc, les segments ou les domaines porteurs dans lesquels on doit investir, je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'infantiser le peuple de Côte d'Ivoire et se dire. Donc, notamment. Vous avez tous entendu Simone Eivie Gbagbo. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous avez entendu le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez entendu Kone Zakaria. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais commencer avec l'analphabète Dozo. Il a dit, quand on va renverser le pouvoir du président Gbagbo, on va mettre en place le Conseil national de sécurité. IB pourra faire partie. Et la France doit faire partie. La France n'a jamais quitté la Côte d'Ivoire par rapport aux bases militaires. Maintenant, parlons de l'argent. Nous, même aujourd'hui, Sonko, je dis aujourd'hui, avant-hier, ça doit remonter à 3 jours, pardon. Sonko est le premier ministre du Burkina, lors de ce forum Investir au Sénégal, ils ont dit, ils étaient les panélistes, ils ont été clairs et nets. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut faire une réforme et que le franc CFA devienne exclusivement une monnaie africaine. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la France continue de saisir. Pourquoi? Sinon, Emmanuel Macron n'aurait jamais dit. Je répète, Emmanuel Macron n'aurait jamais dû dire. Celui qui veut ses réserves, celui qui veut quitter le franc CFA, il n'a que le dire, tout de suite on lui donne tout. Emmanuel Macron a dit ça, vous vous rappelez de ça? Emmanuel Macron a dit ça, vous vous rappelez de ça? Si il a été clair, Macron, on peut défendre un pouvoir, un régime. Mais sur la base du mensonge, aujourd'hui, tout le monde peut aller sur les moteurs de recherche et puis poser la question. Aucun pays membre de l'UMOA n'a reçu kobo de sa réserve d'or stockée en France. Aucun. Donc, de quoi il parle? Alors, ici, le franc CFA, Sonko l'a dit de façon un peu intelligente, il faut réformer, il faut sortir du système actuel. La France a toujours sa main dedans. Et la France a toujours été du côté de l'argent en Afrique. Donc, et quand on parle de souverainisme, mais ce que le monsieur a dit est vrai. Au sein de l'UMOA, je vous donne un autre exemple. De la même manière que la France est ou était le pen holder de certains pays, c'est-à-dire celle qui écrit les résolutions pour les pays africains. Le Sahel n'est plus dedans. De la même manière, la France écrit la résolution pour ses anciennes colonies. C'est de la même manière que la France détermine la politique monétaire. La France est là. Les Africains vont parler. Ils vont dire ceci. Ils vont dire cela. Mais la réalité est que le dernier mot revient à la France. Et le dernier mot est que c'est la France qui, au regard de l'économie macroéconomique, ce n'est pas de la tautologie, au regard de ce qu'il voit ou entend dans le monde, de la même manière, l'euro est ajusté, et aussi, il donne des directives pour que ce soit ajusté. La France ne peut pas quitter le franc CFA aujourd'hui, sinon le gouvernement français va déclarer faillite. J'ai dit aux gens, pourquoi croyez-vous que les gens sont en train de chaque fois de jeter des armes en Ukraine?
parce qu'il ne veut pas que la guerre en Ukraine s'arrête. Cette guerre masque leurs faiblesses. Cette guerre masque leurs échecs et leurs défaites vis-à-vis de leur propre population. Ils ne veulent pas que cette guerre finisse pour rester aussi longtemps au pouvoir. Donc, venez nous dire que la France n'envoie personne pour siéger. Mais moi je ris, la France a toujours envoyé des gens pour siéger lors des conseils d'administration. Écoutons encore. Je crois. Oui, la question de oui. Écoutez bien. J'aime bien l'exemple qu'il vient de prendre. Vous savez, aujourd'hui, la situation de la Russie avec l'Ukraine a entraîné des sanctions prises vis-à-vis de la Russie de la part des pays membres de l'Union européenne. Le kilogramme de cacao aujourd'hui est vendu en Russie en 10 000 et 12 000 francs CFA quand on fait la conversion en francs CFA, bien entendu. Vous savez que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller vendre son cacao en Russie, pas? Vous avez entendu? Le kilo entre 10 et 12 000 francs CFA. C'est de ça, c'est de ce bilan-là qu'on parle. Écoutons. Qui est sanctionné par l'Union européenne. Mais ça, c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous parlons. Il ne faudrait pas que, pour quelque chose qui n'est pas de notre fait, nous soyons pénalisés. Moi, j'ai une question. Il ne faudrait pas que, parce que les Européens, sont venus avec la Russie, que nous n'ayons pas la possibilité de commercer avec la Russie. C'est ce que j'ai envie de poser. Quelle est la recette de votre candidat, en l'occurrence M. Awad Omelo, dans une situation pareille? C'est-à-dire, on est dans une situation où l'Union européenne sanctionne la Russie. Awad Omelo, en 2100, est candidat et président de Côte d'Ivoire. Comment il gère la situation? Je ne comprends pas bien le sens de votre question. Vous le parlez. Ok. Alors, vous avez entendu l'essentiel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire, contrairement aux rêves qu'on nous vend, la Côte d'Ivoire est très loin, très loin de la réalité. Alors pourquoi demain il faut sortir? Si on sort, que va-t-il se passer avec le Bacavert? Si on sort, est-ce qu'on n'aura pas de problème? Si on sort, le petit blanc a inventé quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce que c'est? J'ai lu le petit blanc a inventé quelque chose d'extraordinaire. Alassane Ouattara, on va écouter ça. Dans le final, notamment, Alassane Ouattara, par exemple, a dit que si vous êtes gagné en premier tour, ce sera dû à la fraude. Mais Alassane Ouattara était menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouche. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Ok. La réalité avec le café cacao, vous connaissez. Ouattara n'a pas cœur de vouloir faire autre chose que ce qu'il a déjà trouvé là. Il est important pour nous. Pourquoi sortir demain? Pourquoi? À un moment donné, chacun fait son propre mea culpa. Où est-ce que je vais? Vous regardez l'horizon est sombre. Pas d'opportunité. Si le bilan de ce gouvernement-là est si bon, il devait être heureux pour montrer aux Ivoiriens les 500 000 maisons au Bamo, 250 000 au Bamo, les 200 000 maisons qu'il a promis aux Ivoiriens, zéro. Zéro maison. Il ne peut pas s'expliquer.
Voilà un gouvernement qui fonctionne par tâtonnement. Un gouvernement qui n'est pas responsable. Un gouvernement qui ment et qui manipule. Un gouvernement qui est incapable de s'asseoir et affronter la réalité. Si vous dites quelque chose qui ne sont pas d'accord avec vous, priez Dieu. Sinon, les encagoulés viennent défoncer votre porte, vous prendre dans votre lit et puis vous amènent à un endroit inconnu. Vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous mettent en prison. Et là encore, c'est une chance pour vous si vous allez en prison. Ils sont malhonnêtes et ils ne sont pas honnêtes. Je répète encore ceci. Pour une dernière fois, je répète ceci. Alassane Ouattara, pourquoi, jeune, vous devez le chasser du pouvoir? Il a menti depuis toujours. Il a menti, menti et menti. La seule chose qu'il sait faire, c'est prendre crédit, crédit, crédit et crédit. Vous devez sortir au moins 2 millions demain. 2 millions demain. Demain, il ne doit pas avoir un petit espace pour la circulation automobile. La foule doit être compacte et la foule doit répondre. Ivoirien, c'est votre heure. Assis à la maison ne changera pas grand chose. Les gens m'ont pas dit, moi c'est pas grave si je vais pas. Ah non. Vous devez sortir en masse et en quantité et en qualité. Mais ce que je voudrais dire à ceux qui vont sortir demain, vous devez rester sur vos gardes parce que nous ne faisons pas confiance à ce régime. Ils peuvent chercher la moindre petite occasion pour accuser le président Koudou Laurent Gbagbo, alors qu'on sait de tout temps. Donc, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Voilà. C'est bon. Donne-moi une seconde. Meyagi, j'ai effacé ton truc là. Tu avais mis un commentaire dans Meyagi. Alors, j'ai effacé, tu peux replacer s'il te plaît. Alors donc, Alassane Ouattara est un menteur. Arrivé au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Arrivé au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort. Il réussit à... Il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbouche. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Et c'est comme ça qu'on prépare les incitants. C'est comme ça qu'on prépare les incitants. Alassane Ouattara proclame depuis toujours que lui, il est majorité dans le pays. Et ce que moi je reproche à Bédier, c'est de ne l'avoir pas laissé se planter en 95. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat. Ok, merci. J'ai entendu sur les réseaux des hommes, pas forcément des médias, mais des hommes qui étaient dans les couloirs de nos palais présidentiels. Ce que j'ai toujours dit, finalement, les gens ont compris mon message. J'ai dit que Alassane Ouattara, non seulement c'est un menteur, mais Alassane Ouattara se venge. Il est dans une dynamique de vengeance. Il estime que en 93, il a été humilié par le PDCRDA. Il estime qu'en 2000, il a été trahi par Laurent Gbagbo. Il estime qu'en 2010, il a été trahi par le président Théophile Sorogio. Donc Alassane Ouattara est dans une purge. Il est dans un nettoyage systématique pour imposer sa volonté.
Facebook, si vous avez des problèmes là, vous pouvez venir sur YouTube. Donc, je répète, Alassane Ouattara est un menteur, comme l'a dit Koudou Laurent Gbagbo. Vous devez sortir demain, Ivoirien. Pas dans l'intention de casser, pas dans l'intention d'insulter, de commettre du vandalisme. Non. Sortez librement, sortez massivement, au moins sur 2 millions d'Ivoiriens dans les rues de Cocody. Si vous êtes provoqué, alors, permettez-moi de vous montrer ceci. Je vais vous montrer ceci rapidement. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donne une seconde. Le 13 août 2001, un minibus vert, sous le nom de K-Vert, est devenu un symbole de violence et d'impunité dans les rues de Yopougon, une banlieue animée d'Abidjan. Rempli d'hommes armés, le véhicule est arrivé à une manifestation contre la candidature controversée du président Ouattara pour un troisième mandat à Yopougon, où les tensions étaient déjà vives. Les Alors, hommes vous voyez, ont débarqué et ont violemment attaqué les manifestants. vous voyez, ça, ce sont des cargos qui transportent les policiers ou les gendarmes. Vous voyez, à côté de la voiture, regardez, police, gendarmerie, voilà le bac à verre. Permettez-moi une seconde, j'ai fait évoluer un peu. Blessant. Voilà. Le bac à verre est encadré par la police. Le bac à verre. Voilà le bac à verre, encadré par la police. Alors la question. On tue les Ivoiriens? Personne et semant le chaos dans ce qui était censé être une manifestation pacifique. Des vidéos de l'incident brutal, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont choqué la nation et attiré l'attention internationale. C'est pourquoi j'ai dit, tôt ce matin, quand on parlait, avant la prière, j'ai dit à l'imam là, que je vous ai fait écouter son intervention, mais ici, le Gbakavé n'est pas au courant. Hein. Comme les Ivoiriens ont été tués chez eux, il n'est pas au courant. Donc ici, jeunes de Côte d'Ivoire, vous avez vu le Gbakavé, et au maximum, ça ne vaut même pas 10 camions de la police et de la gendarmerie, ça ne vaut pas 10. Je crois qu'il y a 2 cargos, pardon, il y a 2 cargos dedans. Et les cargos, ils prennent combien? Donc imaginez que dans votre quartier, vous êtes au moins 1000 jeunes ou 500 jeunes. Vous croyez que à la vue de ces jeunes-là, ils vont faire ces bêtises? Je demande aux Ivoiriens de travailler avec intelligence, travailler avec lucidité, travailler avec compréhension, parce que ça va aider. Ça va beaucoup aider. C'est pourquoi nous disons encore, sortez pour réclamer votre droit. Il allait ramasser ces nièces prostituées là, où il les a placées, à la tête des sociétés d'État. Des gens qui n'ont aucune qualification. De tresseuse à New York, elle devient directrice générale adjointe. On a vu ça où? Si c'est pas Ouattara. Avec tous ces pays de pétrole qu'il exploite, il s'est arrangé pour que la Côte d'Ivoire ait sur son dos presque 40 milliards de dettes. Et pourtant, le pétrole est pompé tous les jours. Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas construire? Vous avez le droit, jeunes de Côte d'Ivoire, vous avez le droit, comme tous les autres jeunes dans le monde, à travers le monde, vous avez le droit d'avoir une meilleure éducation. Vous avez le droit que l'État prenne soin de vous. La seule façon que l'État puisse comprendre, la seule façon pour Alassane Ouattara de comprendre, c'est la mobilisation exceptionnelle de 2 millions d'Ivoiriens dans les rues. 2 millions d'Ivoiriens dans les rues. Et vous allez protester jusqu'à ce que Ouattara commette l'irréparable et chasser du pouvoir. Ouattara croit qu'il est arrivé. Ouattara croit que c'est fini. Et Ouattara se dit, ce sont des peureux, des lâches. Moi, je décide et puis je pose ma volonté. Donc,
Ce qu'il faut retenir, Alassane Ouattara, jeune de Côte d'Ivoire, j'ai bien apprécié une intervention de Johnny où il a dit les Ivoiriens ont affronté le général Guèye, les mains nues, il a fui, qu'il repose en paix. Vous pouvez agir plus que ce que vous avez fait avec le général Guèye. Il s'agit de votre avenir, de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas rester chez vous et contempler vos frères en train de se faire tabasser. Personne ne souhaite. J'ai vu 2 révolutions en l'espace d'un mois. Ça m'a marqué. Et nous disons que les jeunes peuvent remporter ce combat. Les jeunes peuvent gagner ce combat. Les jeunes, une mobilisation exceptionnelle sans précédent, vous allez gagner. Ouattara va fuir. À partir de demain, jusqu'à ce que le régime de Ouattara tombe, vous ne devez pas rentrer à la prison. C'est des êtres humains. Vous allez dire, ils ont une formation, ils ont des tenues pour se protéger, ils ont des armes à feu, c'est vrai. Mais s'ils commencent à agir de façon brutale, vous cherchez à les maîtriser et à récupérer leurs armes. C'est tout. Vous brûlez la voiture qu'ils ont pris, la voiture qu'ils ont utilisée contre vous, vous brûlez la voiture. Et ceux qui font woyo-waya, vous fermez là où vous connaissez. Il est important que ce pays soit libéré et délivré. Il est important que les Ivoiriens vivent heureux, paisibles. Il est important que les Ivoiriens commencent à profiter des fruits de leur dur labeur. Pendant que son fils adoptif, le fils de Dominique Ouattara, achète les produits à vil prix, et puis, à vil prix, c'est quoi? Quand le planteur ivoirien a 1000 francs, il danse comme c'est pas permis. 1000 francs le kilo. Il danse comme c'est pas permis. Alors qu'en réalité, attends, tu dis 1000 choses. Et là-bas, ça fait 12 000. C'est-à-dire que même si on donne 5 000 francs au planteur, c'est largement suffisant. 5 000, c'est largement suffisant. Donc, jeunes de Côte d'Ivoire, vous allez sortir pour marcher, pour dire non au 4e mandat, non à la violation constitutionnelle. Ils vont déployer des forces de l'ordre et de défense, ça c'est sûr, c'est certain. Soyez créatifs, soyez imaginatifs. Avec vos téléphones, communiquez. Communiquez. Communiquer, c'est important. Alors, on garde le contact. On va vous laisser, Inch'Allah, demain on va revenir et puis on va reprendre la promotion de nos produits. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège, que Dieu vous préserve. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci, à tout à l'heure.